بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Toute louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifié de multiples bienfaits à travers ses créations. Allah subhanahu wa ta'ala a créé multitude de choses afin que nous puissions consommer et trouver tous les moyens nécessaires pour notre survie et même plus que cela, profiter des bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour nous afin que nous le reconnaissions et nous le remercions. Toute louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné également ce corps, ces organes, cette santé pour pouvoir profiter pleinement de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte comme bienfait. Bien évidemment, nous allons parler donc du halal. Et consommer halal, c'est un des sha'air de l'islam, un des signes distinctifs de l'islam. Tout comme le adhan, la salat, le jeûne, ce sont des signes distinctifs de l'islam qui sont accomplis collectivement. Eh bien, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plus d'une vingtaine de versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la consommation halal. Dans la surah Al-Ma'ida, au début même de cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala introduit plusieurs versets qui détaillent les commandements, ce qu'on peut consommer, ne pas consommer. Mais le premier verset de cette surah Al-Ma'ida, qui précède ces versets sur le halal, est très significatif. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Allah dit, ô vous qui croyez, remplissez vos engagements. Et tout de suite après Allah, il dit, uhiddat lakum, et halal pour vous telle chose, telle chose. Ce qui implique que la consommation halal, c'est un engagement. C'est un engagement que Mufti Shafi, rahmatullah alayhi, dans son commentaire du Coran, il explique, il dit, c'est un engagement qui a trois aspects, trois volets. Le premier volet, c'est l'engagement vis-à-vis d'Allah. Le deuxième, l'engagement vis-à-vis de soi-même. Et le troisième, l'engagement vis-à-vis de la Ummah. L'engagement vis-à-vis d'Allah. Mufti Shafi dit, Allah parle des uqud, c'est général. Mais le fait qu'il a mentionné juste après cela les versets qui parlent du halal, cela montre que le halal, la consommation halal, c'est un engagement. Un contrat, un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Consommer halal, c'est faraz, c'est obligatoire. Et dans les hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré de sévères avertissements à propos de ceux qui ne consomment pas halal ou qui sont négligents. Dans le sens d'un hadith, il est dit, donc le hadith est un peu long, mais le hadith se termine avec l'exemple de quelqu'un qui voyage, qui a fait un long voyage, et ses cheveux sont ébouriffés, son corps est sale, c'est-à-dire une personne qui a subi les difficultés du voyage, qui mérite la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne lève les mains, implore Allah subhanahu wa ta'ala, fait dua. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, wa mat'amuhu haram. La nourriture de cette personne est haram. Wa mashrabuhu haram.
sa boisson est haram. Wa malbasuhu haram, ses vêtements sont haram. Wa ghuzziya bil haram, il a été nourri avec le haram. Fa anna yustajabu lahu. Comment? La question est posée. Fa anna, le hadith pose la question, comment les doigts de cette personne peuvent être acceptés par Allah? Et dans un autre hadith, il dit en ce sens, la yadkhulul jannah jasadan ghuzziya bil haram. N'entrera point dans le paradis un corps qui a été nourri avec le haram. Donc on comprend bien que ce n'est pas seulement une fantaisie, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose qui est en relation directe avec notre vie spirituelle. Nos doigts ne sont pas acceptés. Notre accès au paradis, qui est le but ultime du musulman, est remis en cause. Et donc c'est un sujet d'une grande importance. Deuxième engagement, c'est l'engagement vis-à-vis de soi-même. Halalan tayyiba. Allah nous demande de consommer des choses qui sont tayyib, qui sont pures, qui sont saines, des choses qui sont bénéfiques pour le corps, pour son soi-même, pour son bien-être. On s'engage aussi là-dessus. Et troisièmement, c'est un engagement vis-à-vis de la communauté. Comment faire pour que la Ummah consomme le halal, arrive à avoir accès au halal sans difficulté. Et c'est justement là où le halal, sous forme structurelle, l'organisation halal, la CSHR ou Halal Réunion, prend toute sa signification. Comment faire pour que la Ummah puisse accéder avec tranquillité et sérénité à une consommation halal? Un engagement vis-à-vis de la communauté que cette association, cette organisation a pris afin que cette communauté puisse satisfaire ses besoins en halal. Donc Halal Réunion, qui existe depuis près d'une quinzaine d'années à La Réunion, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, est ce qu'on appelle OCVH, un organisme de certification halal comme il en existe partout dans le monde, en Angleterre, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. Et aujourd'hui, dans notre présentation, on va être un peu différent. On va se focaliser, Inch'Allah, on va focaliser notre intervention sur le sujet du halal, mais sur la partie opérationnelle et fonctionnelle de Halal Réunion. Et on va, Inch'Allah, mettre en évidence la pertinence, l'importance, la nécessité d'une telle structure afin de concilier nos obligations religieuses avec le contexte agro-industriel de notre monde contemporain. Donc, je vais laisser la parole, Inch'Allah, à notre collègue Rechad Inga, qui est, alhamdulillah, depuis quelques années, secrétaire et également contrôleur dans Halal Réunion. Et Inch'Allah, il va nous expliquer un peu comment cela se passe également sur le terrain. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne notre tawfiq également de comprendre. Si nous avons des questions à poser, donc normalement, on avait déjà mis sur la fiche que les questions sont envoyées sur un site internet, par email. Mais si on a des questions également dans l'immédiat. Salam alaikum tout le monde. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au 06 93 833 833. On va les recevoir sur ce téléphone-là, 06 93 833 833. Donc soit par SMS, soit par WhatsApp. Donc à la fin, on va traiter un certain nombre de questions qu'on a déjà reçues depuis plusieurs semaines et on va traiter aussi, si on a du temps, quelques questions en live. Donc Mufti Loukman m'a présenté, donc je suis Rechad Ingar, je suis chargé d'opération auprès de Halal Réunion depuis bientôt 3 ans. Et à ce titre, je fais des contrôles dans les entreprises certifiées locales et des audits dans les abattoirs et les usines en Europe pour le compte de nos importateurs, distributeurs certifiés Halal Réunion, locaux à La Réunion donc. Nous remercions la Masjid de Saint-Denis de nous donner l'occasion aujourd'hui de faire une présentation de notre travail, d'une présentation de Halal Réunion. Une présentation qui va durer environ 1 heure et dont l'objectif
les objectifs, sont les suivants. Vous exposez les enjeux du halal aujourd'hui. Vous donnez les clés pour vous y retrouver par rapport à toute cette offre halal qu'on retrouve aujourd'hui dans les grandes surfaces et également dans les restaurants. Vous rappelez sur quel point nous devons être vigilants de notre vie de tous les jours quand on veut consommer halal, et Mufti Luqman l'a rappelé, l'importance de consommer halal. Enfin, on fera ensuite un focus sur l'OCVH, l'organisme de certification Halal Réunion. L'introduction, le titre de cette intervention, Halal Réunion, on vous dit tout. Donc, on va vous expliquer notre processus, comment on travaille, quelle est notre organisation. Et à la fin, comme on a dit, on va traiter un certain nombre de questions-réponses. Voilà. Donc, Mufti Luqman a rappelé l'importance de consommer halal pour le musulman. Et c'est justement parce que c'est important de consommer halal pour les musulmans que le halal est devenu, depuis de nombreuses années, et encore plus aujourd'hui, un enjeu économique majeur pour les industries agroalimentaires, les industries de restauration, et notamment la restauration rapide. Donc c'est un business qui représente plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires annuels. Très bien. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci, parce que d'autant plus qu'il y a des industriels sérieux qui font un travail très rigoureux, très strict, qui travaillent avec des organismes de certification rigoureux, stricts, bien identifiés, avec des cahiers des charges rigoureux, des contrôles indépendants. Malheureusement, à côté de ça, et là on parle en Europe principalement, il y a des industries agroalimentaires qui vont faire du halal un peu comme ils l'entendent. Il faut savoir qu'il y a des industries, des usines en Europe qui disent clairement qu'ils sont capables de faire plusieurs types de halal. Nous, on ne connaît qu'un seul type de halal. Eux, ils peuvent faire du halal strict. On devine un peu ce que c'est que le halal strict, le halal exigeant. Mais ils peuvent également faire du halal soft. Donc, on est un peu surpris quand on entend ça pour la première fois. Qu'est-ce que le halal soft? C'est peu ou pas de contrôle du tout pendant les abattages de volailles, pendant les abattages bovins, etc. Peu ou pas de contrôle pendant les productions de produits carnés, de steak haché, de nuggets ou de tenders. Alors, pas de contrôle. Donc là, très clairement, on est en terrain miné, j'ai envie de dire, en terrain très douteux, puisque s'il n'y a pas de contrôle, l'entreprise et l'industrie agroalimentaire, les industriels font un peu ce qu'ils veulent. L'industrie peut également aussi parfois identifier un organisme de certification avec des contrôleurs, mais qui ne font pas du contrôle permanent. C'est déjà arrivé qu'on entende parler, en Europe toujours, de contrôleurs qui habitent à 200 km de l'usine. Donc vous imaginez bien qu'il ne vient pas tous les matins faire le contrôle quand il y a l'abattage. Donc il va venir de temps en temps pour faire ce contrôle-là. Et si on parle d'abattage, et après on peut parler aussi également de production de produits carnés, je disais tout à l'heure de steak haché, de burgers, de nuggets, de merguez, etc. Un contrôle qui est strict et rigoureux, c'est un contrôle du début de la production, de l'entrée de la viande, qui généralement l'abattage est fait sur un autre site. La viande arrive sous scellé dans l'usine qui va transformer le produit là en produit fini. Donc il va y avoir un contrôle indépendant de A à Z. Donc il y a des organismes de certification qui le font ce travail, et il y en a d'autres qui sont un peu plus complaisants, un peu plus légers. Et quand on est complaisant et quand on est léger, mais c'est là qu'arrivent des problèmes, des contaminations de la viande halal et de la viande non halal. Une viande qui est supposée être halal, qui devrait être pour entrer dans la production d'un produit, mais qui est une viande qui n'est pas halal parce qu'elle est arrivée, elle n'est pas scellée, elle a été mélangée avec d'autres viandes. Donc on a tous entendu parler de différents scandales liés au halal dans l'industrie agroalimentaire. On ne va pas citer de marque, mais par exemple une marque de saucisses qui a annoncé halal, qu'on retrouve en supermarché au niveau national. On parle d'une marque nationale là, mais qu'on retrouve aussi à La Réunion, qu'on a retrouvé à La Réunion en grande surface. Et on a fait des analyses, pas nous, mais un laboratoire en métropole a fait des analyses, et on a retrouvé des traces de porc. Donc d'un produit qui est censé être halal. Comment cela s'explique? En fait, il n'y a pas de contrôle. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas de contrôle dans cette entreprise-là. Donc l'industrie, elle, sur la même chaîne de production, il va faire des produits censés être halal et des produits à base de porc.
Et à côté de ça, vous avez des organismes de certification qui sont un peu complaisants, qui ferment un peu les yeux par rapport à ça. Et tout ça, ça entache un peu la fiabilité, enfin le caractère halal, ça entache grandement le caractère halal du produit. Mais le fait qu'il y ait des organismes de certification qui sont complaisants, qui sont légers dans leur soi-disant contrôle, ça entache la fiabilité du caractère halal de ces produits-là. Donc après l'industrie agroalimentaire, il y a des scandales, mais pas forcément liés au halal. On a tous entendu parler il y a quelques années de la viande de cheval dans des lasagnes. Donc tout ça pour dire que c'est un contexte qui est très complexe. Et pourquoi ces industries agroalimentaires-là, on va dire, pour parler un peu trivialement, ils prennent un peu la confiance, ils peuvent se permettre d'être légers, de manquer de rigueur, alors que pour nous c'est important. Il y a des organismes, il y a des industries agroalimentaires, par exemple, qui vont carrément faire de l'auto-certification. C'est-à-dire que dans ces industries-là, il n'y a aucun contrôleur, il n'y a aucun organisme. Mon poulet, en fait, en gros, mon poulet est halal, je l'écris sur le carton, je l'écris sur le sachet, ma merguez, elle est halal, mon nugget, elle est halal, et voilà, et c'est tout. Nous, face à ça, on ne doit pas se contenter de cette simple mention halal que tout industriel peut mettre sur son produit sans aucune vérification par derrière. Donc, on doit dépasser le cadre de consommateur et vraiment devenir un consommateur, vraiment être exigeant, ne pas transiger sur nos principes qui sont fondamentaux à notre foi, et vraiment ne pas avoir peur d'exiger face à ces industriels une rigueur conforme à nos principes en fait. Il n'y a rien de pire pour un commerçant, pour un industriel en fait, un bad buzz on va dire, une mauvaise publicité pour un produit. Donc cette marque-là dont je disais tout à l'heure, l'industriel a retiré le produit du circuit. Donc si nous consommateurs on refuse d'acheter ce type de produit-là, ou c'est juste écrit halal, ou c'est écrit halal mais avec un organisme de certification dont on a déjà entendu parler par différents échos, par différents articles dans la presse, sur Internet, ou par des savants, que c'est un organisme qui est très douteux, qui ne fait pas de contrôle. On va s'abstenir d'aller vers ces produits-là. Donc c'est un contexte, je l'ai dit, qui est compliqué. Donc Inch'Allah, on va essayer de donner quelques clés en prenant des exemples de la vie quotidienne, on va dire, sur consomme halal, sur quel point je dois être vigilant dans ma vie de tous les jours. Prendre un exemple tout simple, je fais mes courses dans un supermarché. Pour l'instant, on ne va pas parler de viande. Là, c'est plus sensible. On va parler de glace, de dessert, de bonbons, de biscuits. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier, pour tous les produits qu'on souhaite acheter, tous les ingrédients qui composent ce produit-là. Et on le vérifie et on compare avec le guide des ingrédients de Halal Réunion, où on a listé tous les ingrédients qui sont interdits. Donc les ingrédients qui sont interdits, c'est l'alcool, tout ce qui est dérivé de l'alcool, le porc, dérivé du porc, la gélatine animale, souvent dans les bonbons c'est de la gélatine porcine, ça peut être de la gélatine bovine mais qui n'est pas halal, le bœuf n'a pas été abattu halal, et ça c'est des additifs, des ingrédients qu'on retrouve souvent dans les glaces, dans les biscuits, dans les bonbons. Donc il faut vraiment être très vigilant avec ça. Il y a quelque chose d'autre aussi sur lequel il faut être vigilant, c'est le E120. E120, c'est le carmine cochni. La cochenille est un insecte de couleur rouge qu'on écrase pour donner la couleur rouge à un produit alimentaire. Et ça, on peut même retrouver des merguez avec du E120 pour donner la couleur rouge aux merguez. Donc il faut et l'insecte cochenille est interdit à la consommation pour nous. Donc tout ça c'est un travail qui peut être effectivement fastidieux mais qui est très important. Et après, de toute façon, au fur et à mesure, on va s'habituer à quel produit est conforme, quel produit n'est pas conforme. Et pour vous aider, très prochainement, Inch'Allah, Halal Réunion va sortir une application qui permettra tout simplement de scanner le code barre du produit. Et l'application vous dira le produit est conforme ou pas. Donc, faites doigt, Inch'Allah, que l'application va sortir prochainement.
Ensuite, on va passer sur, on est toujours au supermarché, on va acheter de la viande. On va parler pour l'instant de la viande locale. On va acheter de la volaille. Là aussi, on a travaillé sur un guide de la volaille pays qui est téléchargeable sur notre site internet, qui identifie les marques de volaille pays qui sont certifiées et ainsi que les produits transformés. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas vu ce document-là, vous pouvez le télécharger sur notre site internet. Mais les marques qui sont certifiées, qui sont contrôlées, qui sont garanties halal par Halal Réunion, c'est les marques Crête d'Or, Grand Matin, Cocorico. Bon, après, je ne sais pas si on peut citer les marques à la masjid. Mais voilà, donc c'est des documents que vous pouvez retrouver sur internet. Donc là, par rapport à la volaille, vous êtes très tranquille. Vous savez sur quelle marque vous pouvez aller. Donc, il y a même une marque où il y a le sticker Halal Réunion dessus pour tout ce qui est volaille brute ou bien produits transformés type jambon. Après, on va mettre peut-être un pavé dans la main parce que c'est des questions qui reviennent un peu souvent. On parle du bœuf pays qu'on peut retrouver sous blister avec la marque bœuf pays ou sinon dans le rayon supermarché. Donc nous, on ne garantit pas halal ce bœuf-là. Même s'il est abattu à l'abattoir de Saint-Pierre, du fait des risques de contamination qu'il peut y avoir pendant le transport, pendant la découpe à l'atelier dans le supermarché. Après, il peut y avoir des abattages d'urgence à l'abattoir, et cet abattage d'urgence fait par des non-musulmans, donc bien évidemment la viande n'est pas halal, et cette viande-là, on ne sait pas elle peut aller dans le circuit des supermarchés. Donc, tout simplement, la viande de bœuf local qu'on retrouve en supermarché n'est pas garantie halal. On a parlé de la viande locale, on va maintenant parler de la viande d'importation. Alhamdulillah, nous avons depuis de nombreuses années 2 importateurs de viande, de bœuf, d'agneau, de volaille, cabri, etc., qui sont certifiés Halal Réunion. Donc, c'est des produits que vous pouvez retrouver, pareil, en supermarché et qui sont avec le sticker Halal Réunion. Donc là aussi, c'est des produits qui sont facilement identifiables, qu'on retrouve facilement. Donc là aussi, on peut y aller très tranquillement. L'autre point le plus complexe, maintenant, on l'a un peu abordé en introduction, c'est sur les produits viande d'importation, hors Halal Réunion, on va dire. Alors, les cartons, on trouve souvent au supermarché, cartons de volaille qui viennent de Pologne ou autre, à bas prix. C'est juste écrit halal dessus. Industriel, abattu, écrit halal dessus. On ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui a fait le contrôle halal, on ne sait pas si c'est réellement halal. Donc, dans le doute, vu l'importance du halal pour nous, on ne va certainement pas aller vers ce produit-là. Après, il y a série halal, mais il faut voir quel est l'organisme de certification derrière. Est-il bien identifié? Est-il fiable? Alors je sais que ce n'est pas forcément évident quand on n'est pas dans le domaine de savoir quel organisme de certification est fiable ou pas. Donc ça, parfois, il faut faire quelques recherches personnelles sur Internet ou se référer aux savants ou à un alim qui pourront vous renseigner, ou bien vous pouvez nous poser la question également. Et dans la mesure de nos connaissances, on va vous renseigner. On ne connaît pas tous les organismes de certification dans le monde, mais on a quelques organismes de certification qu'on connaît et qui ont des cahiers des charges qui ressemblent aux nôtres, qui sont comme les nôtres. Alors je fais une parenthèse par rapport à ça. Comment savoir qu'un organisme de certification est fiable? C'est quoi la garantie halal, notamment pour la viande? C'est la pertinence d'un contrôle indépendant, c'est-à-dire que l'organisme de certification, il n'a
aucun lien, c'est-à-dire que le contrôleur il n'est pas salarié de l'abattoir, il n'est pas salarié de l'usine, c'est un organisme de certification indépendant qui a fait un contrat avec l'usine, qui met dans l'usine des contrôleurs pour contrôler que l'abattage se fait de façon conforme selon les rites islamiques, que la viande halal utilisée est bien utilisée pour faire les produits, que les ingrédients qui composent la panure, par exemple pour les nuggets, qui composent les tenders, voilà, des exemples de produits là, que tous les ingrédients soient bien conformes, qu'il n'y ait pas d'ingrédients interdits, parce que quand on parle de produits transformés, on n'est plus sur uniquement de la viande. Il y a un certain nombre de conservateurs, etc., d'additifs, qui peuvent être rajoutés pour différentes raisons, parce que là on est quand même sur des produits industriels, donc l'organisme de certification doit vérifier, pas que la viande, doit vérifier également tout ce qui rentre dans la composition de ce produit fini-là. Donc, on a dit que c'est la pertinence d'un contrôle indépendant, permanent aussi, c'est-à-dire que tout au long de l'abattage, les contrôleurs sont là, mais en nombre suffisant. C'est-à-dire que si c'est une chaîne qui débite, je ne sais pas c'est quoi les rythmes en Europe, c'est très, très élevé, s'il n'y a qu'un seul contrôleur, il va avoir un peu de mal à voir si une bête a été mal sacrifiée et la retirer de la chaîne. Donc il faut qu'il y ait un nombre de contrôleurs suffisant qui font du contrôle permanent et qui font du contrôle permanent pendant l'abattage, également pendant les opérations de production des différents produits. Et tout ça soit inscrit dans un cahier des charges qui est, par l'organisme de certification, un cahier des charges qui est strict et qui est rigoureux, qui est exigeant et qui n'est pas laxiste et qui met l'industriel devant ses responsabilités par rapport au halal. Donc là, on a vu quand on fait les courses dans un supermarché. Maintenant, toujours dans la vie quotidienne, on va dans une boulangerie-pâtisserie. Sur quel point on doit être vigilant quand on va dans une boulangerie-pâtisserie? Alors là, bien évidemment, on ne parle pas de boulangerie certifiée Halal Réunion, parce que on l'abordera tout à l'heure. Le contrôle, il est déjà fait par Halal Réunion, par les contrôleurs. On va dans une boulangerie-pâtisserie qui n'est pas certifiée. Sur quel point on doit faire attention? On doit faire attention à la gélatine animale, gélatine porcine, gélatine bovine, qui peut être utilisée dans les gâteaux. Alors, on peut utiliser de la gélatine de poisson, qui bien évidemment est conforme. Faire attention à l'alcool, qui peut rentrer dans la composition de certains produits, de certains gâteaux. Attention au colorant E120, qui rentre dans la préparation, dans de nombreuses préparations pour de nombreux gâteaux. Après, un point auquel on ne pense pas souvent, les pinceaux qui sont utilisés, par exemple, tout simplement, pour badigeonner un peu d'œuf sur les pains au chocolat pour que ce soit plus doré. Si le pinceau il est en soie naturelle, qui est aussi appelé pinceau en soie de porc, ce n'est pas conforme. Et ça, on retrouve souvent on peut retrouver souvent dans des boulangeries. Donc il faut faire attention à ces différents points-là. Après, il faut faire également attention aux contaminations possibles entre des éléments halal et des éléments non halal. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, moi je vais dans une boulangerie, je vais prendre que du pain ou je vais prendre que des viennoiseries. Encore que les viennoiseries, on a vu que le pinceau peut être problématique. Donc il y a des contaminations entre les éléments halal et les éléments non halal. C'est-à-dire qu'un gâteau, par exemple, où il y aurait des gélatines, par exemple, ou tout simplement des pâtés ou des quiches qui contiendraient une viande non halal, qui pourraient contenir du porc, par exemple. Donc, est-ce que dans l'atelier de production, est-ce que dans le four, est-ce que dans l'espace de vente, il n'y a pas de contamination? Je pense qu'on a déjà tous vu dans n'importe quelle boulangerie, le vendeur ou la vendeuse qui, quand elle sert le pain, avec la même pince, peut prendre un autre produit, plutôt une viennoiserie avec la même main, sans se laver les mains, va prendre un autre produit qui n'est pas halal. Parfois même dans l'espace même de vente, les produits sont à côté et peuvent se toucher. Donc ça, c'est des points auxquels vraiment il faut faire attention. Donc on est allé dans un supermarché, on est allé dans une boulangerie, et si on va dans une boucherie.
une boucherie musulmane, là, qui prend de la viande locale, boucherie musulmane qui prend de la viande locale, prend de l'abattoir de Saint-Pierre. Donc il y a un abattage halal qui est fait. Et donc là, la viande, elle est garantie halal. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, un point sur lequel il faut être vigilant, on a des boucheries qui peuvent eux-mêmes faire leur saucisse ou leur merguez, et il faut poser la question, voir quel boyau est utilisé pour faire ces saucisses et merguez. Le boyau, c'est l'enveloppe de la saucisse et de la merguez, en fait. Donc ça peut être un boyau synthétique, donc là il n'y a pas de problème. Ça peut être un boyau naturel au collagène qui est fait avec la panse bovin ou de mouton. Mais est-ce que le bœuf ou le mouton a été abattu halal? Il faut savoir que sur le marché, il y a des boyaux naturels qui sont halal, qui sont certifiés, que nous validons pour Evolis Dushman, pour sa production de merguez et de saucisses. Et il y en a d'autres sur le marché qui ne sont pas halal. Donc ça, c'est des points de vigilance à avoir également. Après, et là j'anticipe un peu sur les questions-réponses qu'on a reçues, et sans citer de nom d'entreprise, on nous a demandé, est-ce que si je vais dans telle boucherie très connue de la place, est-ce que c'est halal parce qu'il prend de la viande à l'abattoir? Il y a plusieurs facteurs, on l'a dit. Ouais, boucherie pas musulmane, oui, pardon, excusez-moi, je précise, très important, une boucherie pas musulmane très connue de la place. Est-ce qu'on peut consommer dans cette boucherie-là? Alors, cette boucherie-là, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, elle prend de la viande à l'abattoir, viande de bœuf à l'abattoir, mais en termes de transport, en termes de contamination dans son atelier, entre une viande halal qui ne serait pas halal. Parce que ces boucheries-là peuvent aussi faire de la viande d'importation, pas uniquement de la viande halal. Sur le transport, est-ce que le bœuf a été transporté uniquement, le bœuf halal a été transporté tout seul ou bien avec d'autres viandes qui ne seraient pas halal? Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut éviter d'aller vers ces établissements-là. Ensuite, on va parler du cas des restaurants. Alors, un exemple, je vais manger dans un restaurant non musulman, mais je ne mange que du poisson, ou un plat végétarien, ou un plat à base de viande, car le restaurateur m'a affirmé qu'elle était halal. C'est-à-dire, soit il a dit, prends la viande chez Dushman, soit la viande est halal, et je n'ai pas demandé plus, je n'ai pas investigué plus, ou sinon il m'a dit que la viande est chez Dushman. Donc voilà. Mais si on prend du poisson, est-ce qu'on s'est posé la question que souvent dans les plats de poisson, dans la gastronomie française, on va retrouver du vin blanc. Dans la sauce, il y a du vin blanc. Et on pose une question au restaurateur, est-ce qu'il y a de l'alcool dans le plat de poisson là? Souvent il va vous dire non, il n'y a pas d'alcool, parce que pour eux ça s'évapore, donc ils considèrent qu'il n'y a pas d'alcool en fait. Donc si on n'est pas forcément au courant, on va manger le plat de poisson. Pareil, normalement dans un plat végétarien, non, mais il y a aussi les risques de contamination dans la cuisine entre les éléments halal, toujours, on en revient toujours au même principe, que dans un espace où il y a du halal et du non halal, on travaille avec de l'humain, donc tout type de contamination sont possibles entre le halal et le non halal. Et le non halal qui touche le halal devient non halal. D'autres exemples qui peuvent vous éclairer. Dans les crêpes, si on va manger dans une crêperie, dans les crêpes, il peut arriver qu'on mette de la bière dans la préparation de crêpes. Ou sinon, imaginons qu'il n'y a pas de bière dans la préparation de crêpes, on prend une crêpe nature, on prend une crêpe avec du saumon, etc. Mais bien souvent, sur le crêpier, le restaurateur il va faire une crêpe jambon, crêpe saumon, et il va peut-être nettoyer un petit peu comme ça, mais lui, il n'a pas cette conscience-là du halal. Est-ce qu'il va réellement bien nettoyer comme il faut pour qu'il n'y ait pas de contamination entre halal et non halal? Donc, ça aussi, il faut faire attention à ça. Après, sur la viande,
Oui, moi je prends la viande chez Dushman, ou moi je prends la viande chez effectivement quelqu'un qu'on connaît qui est halal. Qu'est-ce qu'il présente comme justificatif? Il présente des factures, une facture à date d'aujourd'hui. On n'est pas en cuisine. Est-ce qu'il a réellement utilisé cette viande-là? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être il a utilisé cette viande-là, la semaine prochaine, il a été en rupture? Est-ce qu'il n'a pas utilisé une autre viande? Aujourd'hui, il vous dit ça, demain, qu'est-ce qu'il en est? On n'a aucune garantie, il n'y a aucun contrôle. Donc, là aussi, c'est des éléments qui doivent nous alerter et nous faire comprendre qu'il faut éviter aussi d'aller vers ce type d'établissement-là. Ensuite, là, on va parler du cas, on va manger dans un restaurant musulman. Et je consomme donc de la viande qui est certifiée halal par un musulman. Donc déjà là, on est un peu plus en confiance. Donc il y a deux cas. La personne qui vous indique que la viande est halal, c'est une personne physique. Il faut s'assurer au préalable de la piété apparente, bien apparente de cette personne, que celle-ci suit scrupuleusement les enseignements islamiques et connaissance des règles juridiques concernant le halal. Dans le cas où la personne qui certifie un intérêt économique, c'est le cas ici, c'est un restaurateur, ben là, il faut être doublement vigilant. Nous savons bien que malheureusement, dans la société dans laquelle nous sommes, trop souvent, les intérêts pécuniaires prennent le pas sur les intérêts religieux. Et cet aspect-là, après, il y a l'aspect aussi méconnaissance. C'est-à-dire que la personne, pas forcément tricher, on a un bon a priori sur ces personnes-là, sur les restaurateurs, mais est-ce qu'elle a connaissance de toutes les règles du halal? Est-ce qu'elle a connaissance de tous les ingrédients qui sont interdits? Est-ce qu'elle a bien connaissance du fonctionnement du halal aujourd'hui avec des organismes de certification qui sont fiables, d'autres qui sont moins fiables? Où est-ce qu'elle prend sa viande? Est-ce qu'elle a connaissance qu'il y a des organismes de certification qui sont très douteux? Chez qui il se fournit? On peut éventuellement lui poser la question. Bon, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais c'est important. On peut éventuellement lui poser la question si on a un doute. Et normalement, une personne qui est tranquille avec elle-même est censée vous répondre en disant, voilà, moi je prends ma viande chez tel et tel fournisseur. Après, oui. Deuxième cas, c'est un organisme de certificateur qui certifie le halal. Donc à La Réunion, il n'y a qu'un seul organisme de certification. On fait un focus là-dessus tout à l'heure. On parle plutôt au niveau national, on va dire. Là aussi, il faudra être vigilant. Il existe malheureusement sur la place des organismes plus ou moins sérieux. Donc il faut connaître les personnes qui sont derrière ces organismes-là pour voir quelle est la fiabilité de ces certifications. Tu vas rajouter Juste peut-être. Jazakallah, bon, il va continuer, Inch'Allah. Richard va continuer. Juste apporter un peu un éclairage juridique sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Vous avez bien compris que le halal a deux aspects importants. Un, c'est l'objet même qui est concerné, la viande, les ingrédients, le produit. Et le deuxième aspect, c'est la contamination. Ça, malheureusement, souvent, on le néglige, alors que c'est un aspect déterminant. C'est déterminant dans la caractérisation du produit en tant que halal ou pas halal. Ce n'est pas seulement, comme dans les avions, on vous présente un plateau, monsieur, il n'y a pas de souci, c'est halal, produit sans porc. Ou encore, on pourrait même dire, ok, produit viande musulmane. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, notre consommation est industrielle. Notre consommation, ça vient d'une industrie, d'ateliers, de machines, etc. Et donc, il y a des manipulations qui sont faites. Et les produits qu'on utilise sont de plus en plus complexes. Donc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire « Ah, la viande n'est pas du porc, la viande est issue d'un abattage halal, les œufs fermés, c'est bon, et tout le reste, on ne porte pas d'importance. » On va dans une pizzeria. Vous savez comment ils fabriquent les pizzas? Vous avez déjà vu certaines même dans les petites pizzerias. La personne a le plat devant lui et il pioche dans différents conteneurs. Il peut porter des gants. Il prend du jambon, il prend du fromage, il prend de la tomate, etc., des olives. Il a une commande de pizza jambon. Il envoie.
il a une commande de pizza margherita. Avec cette même main, cette personne va prendre des tomates et tout ce qui est considéré comme soi-disant halal et préparer une margherita. Vous savez, la margherita ne contient pas de la viande. Et nous, on pense que j'ai commandé un plat margherita qui ne contient pas de viande, c'est halal, c'est bon. Mais dans l'atelier, qu'est-ce qui s'est passé? Sa main, qui était mélangée avec du jambon de porc, cette même main a fabriqué votre pizza. Donc, bien évidemment, ce n'est pas halal. Donc, aujourd'hui, la consommation, elle est telle, elle est complexe. Donc, être naïf à ce point, ou volontairement naïf, de se dire, de toute façon, j'ai vu, donc c'est bon. Superficiellement, une attitude superficielle, on dit, allez, c'est bon, on ferme les yeux, on y va. On est responsable devant Allah. On est responsable devant Allah. On ne joue pas avec cela. Ce sont des choses qui sont très, très importantes. C'est très important d'en être conscient. Il vaut mieux sacrifier quelque chose plutôt que de mettre du haram dans son ventre et ensuite être privé du jannat. Deuxième chose, et ça c'est un point très important, qui va vous donner surtout une orientation, une directive générale qui vous sera très utile. C'est un principe. Dans le fiqh islamique, indistinctement des écoles juridiques, on peut être Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, indistinctement des écoles juridiques. Il y a deux principes très importants en matière de consommation. Le premier principe, c'est que tout élément destiné à la consommation est halal par défaut. Tout élément destiné à la consommation est halal par défaut, sauf si on prouve qu'il est haram. Par exemple, j'achète des fruits. Le point de départ, c'est halal, sauf si on m'apporte la preuve que c'est haram, il y a de l'alcool, etc. Ça, c'est le principe de base, sauf pour la viande. Sauf pour la viande où c'est l'inverse. Pour la viande, et toutes les écoles juridiques le disent, le point de départ, par défaut, une viande est haram. Ça veut dire que quoi? Une viande vous est présentée, son point de départ, il est haram. C'est de là que je parle. Son point de départ, il est haram. Sauf s'il est prouvé qu'il est halal, je peux le consommer. Donc vous voyez, c'est très important, si vous avez bien compris le message qui est contenu dans cette règle juridique. Ça veut dire que n'importe quelle viande que vous avez sous la main, même si c'est une viande qui peut provenir d'un musulman, d'un non-musulman, peu importe, son point de départ, il est haram. Sauf si on a amené la preuve qu'il est halal. Et c'est ça où tout se joue. C'est là où tout se joue. Cette preuve que cette viande est halal. Alors il y a différentes façons maintenant de le faire. Soit il y a des organismes de certification sérieux qui le certifient, contrôlent, comme on expliquait, et on s'en remet à leur responsabilité, et Inch'Allah, on est sauf. Soit on est en face d'un musulman. Là, les règles sont dans ce sens, c'est que si c'est un musulman qui est adil, ce qu'on appelle adil, qui est un musulman qui est fiable, un musulman qui est pratiquant, un musulman qui est honnête, qui est juste. Donc ça va être une appréciation, on va dire personnelle. Et que ce musulman adil, c'est ce que je vous dis, c'est écrit dans les textes, c'est pas des choses, c'est écrit dans les textes juridiques, les textes sources. Ce musulman adil vous dit que cette viande est halal, ou ma nourriture est halal, et que vous n'avez pas de doute dans le cœur sur son honnêteté. Vous pouvez manger. Il n'y a pas de souci. Mais si, malgré ce qu'il dit dans votre cœur, vous n'avez pas confiance, ou c'est un musulman qui n'est pas adil, n'est pas pratiquant, ou je vois son comportement, je ne peux pas lui faire confiance, je ne peux pas consommer. Je dois faire plus de recherches pour être sûr que cette viande est halal. Donc, on a des directives générales. Aujourd'hui, pour faciliter tout ça, il y a des organismes qui ont été mis en place. Dans ces organismes, le pertinence, donc Richard, il a donné beaucoup de détails. On a aujourd'hui beaucoup de pièges qui sont présents dans la consommation. Mais beaucoup de gens parfois passent à côté.
Si quelqu'un dit, ok, moi, il n'y a pas de souci, je maîtrise le halal, je connais toutes les règles, je connais toutes les situations, les conditions, et moi, je m'assure, il n'y a pas de souci, je fais du halal. C'est son affirmation, eh bien, il prend sa responsabilité vis-à-vis de la communauté, et c'est point final. À savoir que les pièges peuvent être très subtils. Je donne un exemple. Et cela se produit parfois aussi dans les entreprises qui sont labellisées. Et alhamdoulilah, il y a le contrôle qui permet d'éviter ces situations ou d'y remédier. On a des approvisionnements en un produit qui est supposé être halal. Les ingrédients, tout est conforme, pas de E120. Il y a le E124. Le E124, c'est la cochenille. Enfin, E120, c'est la cochenille. Le E124, c'est la même chose, mais en synthétique. Du colorant rouge en synthétique. E122, E124, E126, etc. Donc, la personne commande son produit avec le fournisseur. Régulièrement, les approvisionnements entrent. Elle a regardé une première fois, c'était E124, E126. Ok, pas de souci, je reçois le même produit. J'utilise. Mais il arrive parfois que le fournisseur change l'ingrédient sans informer. Ben, il ne voit pas l'intérêt. Il ne connaît pas que celui qui achète, son client, est aussi méticuleux sur 120 et 124, il y a une différence pour lui. Il a changé un ingrédient. Le produit, le package, tout est exactement pareil, aucune modification, rien. Mais lui, il a changé un élément. Et c'est ce produit qu'il va continuer à approvisionner. Le client qui reçoit, le restaurateur, il prend, il dit, ben, c'est le même produit que d'habitude, je ne vérifie pas et j'utilise. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Et on a détecté par des contrôles et on a fait enlever le produit. La personne, ah bon? Mais tout le temps je prends, tout le temps c'est bon. Oui, mais aujourd'hui, il a changé, il ne vous a pas informé. Donc ce sont des exemples, des petits détails, mais c'est pour nous faire comprendre l'enjeu. On est dans un monde complexe aujourd'hui. C'est plus comme il y a des centaines d'années, la consommation était très très simple. Non, il faut être très vigilant, il faut faire très très attention. Et tout l'intérêt, c'est ça. Il y a un cahier des charges, on a parlé d'un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est la traduction des règles juridiques islamiques en des normes et en un élément contractuel. Et cela fait intervenir beaucoup de compétences juridiques. Cela fait intervenir déjà les connaissances dans ce qui est halal, pas halal. Cela fait intervenir les notions comme wakalat, iqrar, shahadat, surtout en ce qui concerne les contrôles que l'on fait à l'extérieur. Et tout cela, ce sont des règles juridiques pour dire qu'on accepte ou pas un élément, une viande halal. Cela est traduit dans des termes réglementaires accessibles à un professionnel qui le signe et qui l'accepte de façon contractuelle et qui va être la base de nos contrôles. Donc il y a une double compétence, alhamdoulilah, dans Halal Réunion. Il y a la compétence des ulama, des muftis, et il y a aussi la compétence des professionnels qui connaissent bien comment fonctionne un contrat, comment fonctionne le domaine du business, juridique, etc. Et c'est la symbiose de ces deux compétences, alhamdoulilah, qui fait que le travail est efficace. Bi'iznillah, par la volonté d'Allah et par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un peu ça que on doit prendre de ces choses qu'on doit prendre conscience, l'importance, les pièges et les moyens qu'on a mis en place. Tout ça, c'est pour nous faciliter à rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Mufti pour ces explications juridiques. Et après, juste avant de passer à le focus sur Halal Réunion, les histoires de contamination peuvent avoir lieu aussi également dans les cantines scolaires qui nous disent, oui, prennent la viande avec du shman. Mais là, on est pareil dans des cuisines centrales où il y a du halal, du non halal. Dans les aéroports, dans les avions, pareil. Là aussi, il peut y avoir des contaminations. Et souvent, quand on prend un billet d'avion, on dit repas musulman. On donne de la viande, elle vient d'où? Quel organisme de certification? On ne sait pas. Est-ce que l'entreprise qui fait les plateaux repas, elle a pris de la viande locale ou elle a importé de la viande? On ne sait pas du tout. À La Réunion, déjà, c'est complexe. En France, c'est tout aussi, voire beaucoup plus complexe. Donc, en espérant que là, sur cette partie-là, on a pu vous éclairer sur vraiment les points de vigilance à avoir et pourquoi c'est important d'être vigilant sur ce point-là. Alors, Halal Réunion, pourquoi?
Halal Réunion a 16 ans aujourd'hui. Et voilà, vous le savez comme moi, le monde de l'agroalimentaire, il s'est complexifié au fil du temps. Donc, quand vous achetez un produit en supermarché, un gâteau, un biscuit, un bonbon, vous avez vu le nombre d'ingrédients qui rentrent dans la composition de ce produit-là. Parfois, c'est impressionnant. Même des produits carnés, des produits à base de viande, des simples burgers, ce genre de choses. Il y a tellement d'additifs, tellement de produits. De plus, les approvisionnements de viande viennent de partout, que ce soit en supermarché ou dans les restaurants. Les viandes viennent d'Europe, d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Comment s'y retrouver là-dedans là? Parfois, il y a des organismes de certification. Est-ce que c'est fiable, c'est pas fiable? Donc, c'est pour répondre à toutes ces questions de consommation et pour éclairer le consommateur musulman que dès 2003, en fait, à l'initiative du Centre islamique de la Réunion, donc des alim, des savants religieux, et du CSCM, donc là, on va dire plus des professionnels pluridisciplinaires, spécialistes en agroalimentaire, spécialistes en communication, en droit, etc., qui travaillent de concert. Ils ont créé la commission de surveillance du halal à la Réunion. Donc c'était en 2003. Ils ont fait différents travaux. Initialement, c'était avec l'abattoir, commencé à répondre à quelques questions juridiques par rapport aux produits qu'on peut retrouver. Et ils ont surtout travaillé à la création de Halal Réunion, du GIE, Groupement d'intérêt économique Halal Réunion, qui est né en 2017, donc il y a 16 ans cette année, et qui a mis en place la certification Halal Réunion, la marque Halal Réunion, qui est une marque déposée. Donc Halal Réunion, c'est avec qui? Donc il y a 6 salariés qui sont principalement des contrôleurs, dont moi-même, donc des contrôleurs sur toute l'île, principalement des contrôleurs dans les abattoirs et des contrôleurs pour les entreprises de restauration, de boulangerie, de pâtisserie. Mais c'est surtout un fonctionnement basé sur le bénévolat. Il y a 18 membres bénévoles, à la fois des savants religieux, on l'a dit, et des spécialistes de différentes disciplines qui connaissent le sujet du halal, qui connaissent comment, comme l'a dit Mufti, comment rédiger un contrat, qui savent comment communiquer sur un produit pour une entreprise, développer une application mobile, faire des créations graphiques, etc. Donc c'est ce fonctionnement bénévole-là qui permet aujourd'hui, avec les salariés qui font fonctionner au quotidien Halal Réunion, d'avoir cette certification Halal Réunion-là. Ce qui est important de souligner, c'est que l'encadrement de Halal Réunion est fait par des mouftis. Le président du GIE Halal Réunion, c'est Mufti Faisal Vali, à Saint-Pierre, et le responsable du bureau Nord, c'est Mufti Lugman Agar. Donc ça, c'est important de le dire. Et on travaille également avec des partenaires au CVH, organisme de certification en Europe et en Afrique. Et on va le voir dans un second temps, dans quel cadre on est amené à travailler avec eux. Alors, un point sur lequel on doit démarrer, sur comment on travaille. Halal Réunion n'est pas une société commerciale, c'est-à-dire que nous, on ne prospecte pas les entreprises. Nos entreprises certifiées, elles font acte de candidature, donc c'est des démarches spontanées. Ces entreprises-là, on va leur proposer un service, donc un accompagnement vers la certification Halal Réunion. Le process, c'est quoi? Elles font la demande sur notre site internet en expliquant en quoi consiste leur activité, des informations pratiques, le nombre de salariés, mais surtout pourquoi l'entreprise veut aller vers une certification Halal Réunion. Suite à cette première étape, un administrateur de Halal Réunion, qui peut être Mufti Lukman ou un autre, accompagné d'un contrôleur salarié, on va recevoir l'entreprise pour étudier un peu plus en profondeur la question et on va lui expliquer notre principe de fonctionnement, Halal Réunion, les ingrédients qui sont interdits, les ingrédients qui sont conformes, les viandes qui sont certifiées, les viandes qu'on accepte. Si l'entreprise souhaite poursuivre cette démarche-là, on va lui remettre un dossier de souscription. Une fois qu'elle a rempli ce dossier de souscription-là, qu'elle nous l'a retourné, on va lui remettre le cahier des charges. Le cahier des charges, Mufti l'a dit tout à l'heure, c'est le guide réellement de fonctionnement de l'entreprise certifiée. Ça indique quelle viande il doit prendre, chez quel fournisseur de viande il doit aller, donc des viandes certifiées Halal Réunion, quel ingrédient il ne doit pas avoir dans son entreprise. Ça, il y a un focus également sur la décontamination, sur les risques de contamination croisée. Il y a un focus également sur l'hygiène alimentaire et la sécurité alimentaire. Ça fait partie du cahier des charges de Halal Réunion. Donc on lui remet sa cahier des charges là et on lui laisse un temps. Et on l'accompagne pour se conformer à ce cahier des charges-là. Quand
Après quelques semaines, quand il est prêt, on se déplace dans son entreprise, 2-3 personnes, un contrôleur, un opérationnel, un administrateur, et on fait un état des lieux de l'entreprise, voir à quel point elle se conforme au cahier des charges. Généralement, à cette étape-là, il y a encore quelques étapes, quelques corrections à apporter. Donc, on va l'accompagner vers cette correction-là. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de se fournir en viande chez tel fournisseur, pour un jambon, on va lui dire, le jambon, tu peux prendre tel type de jambon qui est certifié Halal Réunion. Pour les pinceaux, pareil, on va lui indiquer tel fournisseur pour pinceaux synthétiques, pour pas qu'ils aient des pinceaux base de poils de porc, pardon. Donc voilà, c'est un nombre de conseils. Et une fois qu'il est prêt, 100% prêt, on fait un audit final. Donc on va repasser dans l'entreprise et on va faire un état général de l'entreprise. Donc, même quand on fait le pré-audit et qu'on fait l'audit, on fait vraiment un état général de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va regarder de la cuisine, on va regarder tous les ingrédients, tous les produits, toutes les viandes. On va ouvrir, bien évidemment, avec l'accord de l'entreprise qui s'est engagée dans cette démarche-là, on va ouvrir les frigidaires, les réfrigérateurs, les congélateurs, les chambres froides, les ingrédients, et on va tout inspecter, les pinceaux, etc., etc. Si l'audit final est concluant, on fait un rapport d'audit qui passe devant une commission d'attribution qui réunit tous les membres de Halal Réunion. Et la décision est à l'unanimité. S'il y a un membre qui s'oppose, la certification n'est pas attribuée. Généralement, quand on arrive à cette étape-là, le dossier est ficelé, la certification est attribuée. Mais elle n'est pas attribuée de façon définitive. Elle est attribuée généralement jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Et elle est renouvelée à la demande de l'entreprise et elle est conditionnée à un audit de renouvellement qui est fait chaque année, en fin décembre, début janvier, mois de février, où on va, pareil, un contrôleur, un administrateur, refaire une tournée générale, un point plus complet, un point plus précis avec l'entreprise, notamment s'il y a eu des problèmes au cours de l'année écoulée. Pareil, cet audit-là, on le présente en commission de renouvellement, qui va statuer, pareil, à l'unanimité sur le renouvellement ou pas d'une année. Donc c'est toujours par tranche d'une année. Alors, tout au long de cette certification-là, ce n'est pas qu'un audit au début, un audit tous les ans. C'est des contrôles inopinés 2 à 3 fois par semaine. Contrôle, ça peut être le lundi comme le dimanche, ça peut être le matin comme le soir, ça peut être 2 contrôles dans la même journée, parce qu'on est plusieurs contrôleurs à être sur la même zone et on n'a pas de travail de coordination pour dire oui, moi je vais passer tel jour, toi tu peux passer tel jour. Donc ça peut arriver qu'un contrôleur passe le midi et un autre contrôleur, va passer dans la même entreprise le soir. Et c'est des contrôles totalement inopinés. Et pareil, quand on va venir dans l'entreprise, on va tout vérifier. Et comme l'a dit Moufti tout à l'heure, il a rappelé un point très important, les préparations, les ingrédients, les sauces qui peuvent changer d'ingrédients. Le fournisseur, il a changé d'ingrédients. Donc, malgré que c'est le même produit, on passe dans l'entreprise depuis 3 ans, c'est le même produit, on va vérifier à chaque fois. Et parfois, le personnel, il nous dit, mais tout le temps, on vérifie ça même. Ou là, vous connaissez ce produit-là, mais tout le temps, on regarde, on nous dit, mais oui, mais même 100 fois, nous va vérifier même pour voir s'il n'y a pas de problème, si les ingrédients, la composition de ces préparations-là n'ont pas changé. Là aussi, ce qu'il faut comprendre qui est important, c'est qu'on fait des contrôles uniquement dans les entreprises qui sont certifiées, avec qui on a un contrat. C'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à faire des contrôles dans n'importe quelle entreprise qui dirait que ces produits c'est halal. Nous, c'est vraiment le contrat de prestation qu'on signe avec l'entreprise qui nous a fait la demande pour avoir cette certification Halal Réunion-là, qui va déclencher tout le processus de pré-audit, audit et contrôle. Donc souvent, on est interrogé, est-ce que tel restaurant, alors souvent c'est des chaînes de restauration rapide, est-ce que telle chaîne de restauration rapide est halal? Est-ce que tel restaurant est halal? Malheureusement, nous, on n'apprend pas ce qu'on répond en fait. Bon, déjà, alhamdoulilah, les gens ont ce souci-là de savoir si ces entreprises qui s'annoncent halal sont réellement halal. Donc ça, c'est à souligner. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas de relation contractuelle avec ces entreprises-là, nous ne faisons pas de contrôle dans ces entreprises-là, donc nous ne pouvons pas nous prononcer ni d'un sens
ni dans un autre en fait. Donc c'est vraiment à l'entreprise de faire, enfin pas à l'entreprise, pardon, au consommateur de faire cette démarche de vérification-là. Et peut-être aussi d'encourager l'entreprise à aller vers la certification Halal Réunion. Parce que souvent, ça vient des clients de l'entreprise qui encouragent l'entreprise, oui, pourquoi vous ne faites pas la certification Halal Réunion, là, nous sera tranquille et tout. Donc souvent, ça vient de là. Mais nous n'avons pas cette démarche-là. Nous avons fait le choix dès le départ de ne pas aller vers cette démarche-là. On veut que ce soit une démarche vraiment volontaire de l'entreprise. On n'a pas cette démarche prospective-là vers l'entreprise. Nous souhaitons offrir à la communauté musulmane large choix de halal. Nous n'avons pas une vocation commerciale, donc nous avons un fonctionnement où on paie les charges, mais on n'a pas vocation réellement à faire des bénéfices. On abordera tout à l'heure, de toute façon, le coût de la certification parce que ça fait partie des questions qui sont reçues. Donc les entreprises certifiées, donc c'est des boulangeries, hein, c'est des restaurants, des ateliers de fabrication, mais c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, des importateurs, des distributeurs locaux qui importent de la viande d'Europe, de Pologne, de Roumanie. Et il y a le sticker Halal Réunion dessus. Et on nous demande comment vous avez fait pour certifier produits sont en Pologne, comment vous faites pour certifier produits qui sont en Pologne, en Roumanie, c'est vraiment halal ça? Alors par rapport à ça, comment on fonctionne par rapport à ça? Si on a un distributeur, un importateur qui souhaite aller vers la certification Halal Réunion, qui souhaite importer d'Europe ou d'ailleurs des produits, comment ça se passe? Il y a un audit en Europe, c'est-à-dire que nous, on va aller en Europe pour la première fois dans cet abattoir-là, dans cette usine-là, à 2 ou 3 personnes, et on va regarder comment fonctionne. On va regarder déjà, est-ce qu'il y a un organisme de certification qui est là? Quel est cet organisme? Quel est son cahier des charges? Comment il travaille contrôleur? Donc on va se déplacer et on va voir quel est le process. De A à Z, on va vérifier. Et on va voir si c'est conforme ou pas à notre cahier des charges, si c'est conforme ou pas à nos exigences. Si c'est conforme ou pas si c'est conforme à nos exigences, là, on va aller vers la certification. On va autoriser l'entreprise à importer de cet abattoir-là, à importer de cette usine-là. Après, nous, on a 10 000 km, c'est-à-dire on rentre à la Réunion, on a 10 000 km. Qui va faire le travail de contrôle? Qui va faire le travail de vérification? C'est cet OCVH partenaire-là qu'on a validé parce qu'il a un cahier des charges qui est conforme au nôtre, qui est comme le nôtre. Donc on l'a validé. C'est lui qui va faire ce travail qu'on fait nous à La Réunion dans les abattoirs de volailles. Il va faire ce même travail-là de contrôle permanent, tout le temps. Pardon? Validé pour cet abattoir-là. Il va faire ce contrôle-là pour cet abattoir-là, pour cette usine-là, pour les productions de différents produits. Et tout au long de l'année, il y a des échanges entre Halal Réunion et ces équipes de ces organismes de certification-là. Des échanges entre Halal Réunion et ces usines et ces abattoirs-là. Et tous les ans, on va repartir, faire un audit annuel de renouvellement, voir si tout est toujours conforme à ce qui avait été mis en place au départ. Et s'il y a des points d'ajustement, on va mettre en place des mesures rectificatives pour qu'il n'y ait aucun doute sur le caractère halal des produits. Donc c'est un travail de partenariat qui est fait à distance par nous, par des organismes de certification qui sont sérieux, rigoureux et, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont le cahier des charges. En fait, on va dire, pour faire simple, ils travaillent comme nous en fait. Donc, ils vont faire le travail de contrôle de la viande, contrôle de l'abattage, contrôle des ingrédients, contrôle qu'il n'y ait pas de contamination risque de contamination des produits halal, produits non halal. Donc on peut aller très tranquillement sur ce type de produits-là que vous retrouvez en supermarché et qui sont identifiés par le sticker Halal Réunion, qui sont importés par, on ne va pas citer les noms des entreprises, parce que vous allez pouvoir les retrouver très facilement en supermarché et sur notre site internet. Et on a 16 ans d'existence et on a 16 ans d'expérience aujourd'hui dans l'importation de produits en Europe. Et par rapport à l'importation, pour préciser un peu plus, les personnes avec qui on travaille, on va dire ces organismes de certification en Europe avec qui on travaille, on les a rencontrés, on a discuté avec eux, on a vu le sérieux de leur travail sur le terrain, on a
on a visité les abattoirs en présence de leurs équipes en fonction. Donc on voit comment ils certifient, comment ils contrôlent de façon opérationnelle plusieurs déplacements, plusieurs sites, etc. Donc ce sont des gens qui on peut dire, confiance. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'on a aussi un système de traçabilité. Traçabilité, c'est très important. C'est-à-dire que le produit qui entre à La Réunion, on peut le tracer, la provenance de quel abattoir, quel était l'organisme de certification qui était présent et qui a contrôlé ce produit. On a aussi la traçabilité dans tous les ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit, etc. Donc, le produit qui arrive ici, qui est importé, il n'y a pas seulement, on a délégué à quelqu'un le travail du contrôle, mais il y a aussi tout le contrôle sur le produit, sur sa composition, sur tout le circuit logistique qui a suivi ce produit, son emballage, est-ce que ça a été bien scellé, etc. Est-ce que le produit, lorsqu'il arrive à La Réunion, on fait aussi souvent un contrôle à l'ouverture des conteneurs pour bien voir que c'est le produit qu'on a accepté, certifié. Est-ce que le produit n'a pas été, l'emballage n'a pas été abîmé ou contaminé, etc. Tout cela fait partie du travail de Halal Réunion. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que quand chaque conteneur arrive, on est présent à l'ouverture des conteneurs pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres produits qui ont été mis dans le conteneur. Et ces produits-là sont bien, les produits qu'on a validés sont bien identifiés avec le sticker Halal Réunion. On a même une fois fait analyse des ADN de la viande. Donc la viande avait une provenance qu'on n'était pas tranquille. On a fait faire une analyse ADN en laboratoire. Après confirmation, là ensuite on a pris les décisions. Donc parfois, ça va très très loin. On va jusqu'à même des analyses ADN. Donc, alors juste pour terminer, juste quelques chiffres en fait sur Halal Réunion. Donc on a dit 16 ans cette année, 60 entreprises certifiées, 17 fast-food, 6 restaurants, 14 boulangeries, 9 ateliers de fabrication, ça peut être ateliers de fabrication de bouchons ou de viennoiseries, 6 glaciers, 2 boucheries, près de 100 références en viande et produits carnés, locaux ou importés à retrouver en grande surface ou en magasins spécialisés. Chaque année, c'est plus de 3500 contrôles inopinés qui sont réalisés dans les entreprises certifiées locales, ainsi que 40 abattoirs et usines audités à l'international. Donc, nous avons fini l'étape de présentation. Inch'Allah, on va essayer de répondre à des questions qui sont arrivées, soit par WhatsApp ou par mail depuis plusieurs jours. Nous avons reçu beaucoup de questions. On va essayer de tous les traiter, toutes les traiter. Est-ce qu'on a reçu? On a reçu également des questions là par... Alors, on va commencer par les questions liées aux produits carnés locaux, bœuf, volaille, produits transformés. Il est dit que tous les abattoirs de l'île sont halal. Comment cela se fait-il qu'on ne puisse pas consommer dans toutes les boucheries de l'île? Qu'en est-il du rayon frais des supermarchés? Alors, pour la volaille, il y a 3 abattoirs qui sont certifiés, ils font de l'abattage halal. Là, on se réfère au guide de Volaille Pays, qui est téléchargeable sur notre site internet pour savoir les marques qui sont certifiées. Pour les bovins, ovins, caprins, donc le seul abattoir de l'île à Saint-Pierre, il fait de l'abattage halal. Et une question qui est liée, du coup, on a répondu tout à l'heure, peut-on manger de la marque Bœuf Pays et la boucherie Intel, là, qui est non musulmane mais qui est très connue, est-ce qu'elle est halal? Donc ça, on a répondu tout à l'heure, on va juste rappeler que le bœuf local dans les boucheries musulmanes ou certifié Halal Réunion, elle est halal. Par contre, la marque Bœuf Pays qu'on retrouve en supermarché et le bœuf local dans les boucheries non musulmanes, elle n'est pas garantie halal à cause des contaminations possibles pendant le transport, la découpe. Et de plus, il y a des abattages d'urgence qui sont faits par des non-musulmans, et donc la viande n'est pas halal.
Les abattoirs Dushman, Grondin et Volis et les éleveurs du patelin sont labellisés, certifiés Halal Réunion. Pourquoi donc tous les produits sortant de l'usine ne sont-ils pas labellisés? Pourquoi les produits transformés ne sont pas labellisés? Si un produit sortant d'une de ces usines qui ne possède pas le label, cela signifie-t-il pour autant qu'il n'est pas halal? Comment s'y retrouver? Alors effectivement, dans les produits transformés, il faut savoir que c'est une usine en fait. Et Volis, Dushman, c'est une usine avec des centaines de références. Donc, dans ces centaines de références-là, il y a des produits qui sont produits transformés, certains qui sont certifiés, qui sont bien identifiés sur le guide dont je parlais tout à l'heure, et d'autres qui ne sont pas. Et ça, c'est un choix de l'abattoir, en fait, de l'industriel, de certifier certains produits ou pas d'autres. Il faut savoir que nos contrôleurs sont présents tout au long de l'abattage halal et ils sont présents également lors de la production des produits de charcuterie, les merguez et les saucisses. Et donc l'abattoir paie Halal Réunion pour ces heures de contrôle-là. S'il n'y a pas de certification, il n'y a pas de contrôle. Donc il n'y a pas de garantie de Halal Réunion. Donc il n'y a pas de garantie de Halal Réunion. Donc l'abattoir, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec ce produit-là. Libre de faire ce qu'elle veut, ça peut dire quoi? Ça veut dire que peut y avoir pourquoi le produit ne pourrait ne pas être halal? C'est-à-dire que les gens regardent les ingrédients, le tel nuggets, oui, c'est l'exemple qu'on cite, nuggets de cocorico ou bouchon de cocorico. Les ingrédients ont l'air conformes. Pourquoi c'est pas? Est-ce qu'on peut y aller? Donc on l'a dit, sur certains produits, parfois c'est des ingrédients même qui peuvent ne pas être conformes. Il peut y avoir du E120, il peut y avoir de l'alcool. Bon, ça c'est des produits quand même qui sont bien identifiés, mais surtout, comme l'abattoir est libre de faire ce qu'elle veut, du fait d'une manque de volaille en local, elle peut utiliser de la viande d'importation, qui n'est pas halal. Elle peut aussi faire entrer dans le circuit d'un produit qui n'est pas certifié, une viande qui, pour une raison ou pour une autre, en local, n'aurait pas été abattue halal. Dans le cadre de tests, par exemple, la viande n'a pas été abattue halal, la viande n'est pas perdue, elle n'est pas jetée, ils vont la faire entrer dans un circuit qui n'est pas certifié Halal Réunion. Et ça, ils sont libres de le faire, parce que le produit n'est pas certifié Halal Réunion, on n'a pas de contrat avec eux pour ça, donc ils vont mettre cette viande-là dedans. Donc, on se dit que oui, c'est que de la viande, donc moi je vais y aller, même si ce n'est pas certifié Halal Réunion, je vais le consommer. Mais il faut bien prendre conscience que si le produit n'est pas certifié, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de garantie de Halal Réunion. Question qui est liée, Créolaille est-elle halal? Certaines enseignes labellisées proposent cette marque. Effectivement, on retrouve dans des boucheries, certifié Halal Réunion ou pas, boucherie musulmane, la marque Créolaille, les grands ballotines, jambon, etc. Alors Créolaille n'est pas certifié, sauf une production spécifique sous contrôle Halal Réunion et estampillée avec le macaron Halal Réunion. Ça, c'est certifié Halal Réunion, ça c'est garanti. Mais ce que vous allez retrouver en grande surface, sous blister, sous emballage, ça c'est pas certifié, c'est pas contrôlé. Et on l'a vu tout à l'heure, les risques qu'il peut y avoir. La société Créolaille a été rachetée par Dushman, donc les produits de cette marque ne sont pas labellisés. Au vu d'œil, les produits sont pratiquement identiques avec en apparence les mêmes ingrédients. La marque Corico est labellisée. Pourquoi les nuggets ne sont pas labellisés? On a répondu. On a répondu aussi pour les saucisses et les chipolatas. C'est-à-dire que comme c'est pas, je répète, c'est pas certifié. Donc l'abattoir fait ce qu'elle veut. Elle peut demain prendre de la viande d'importation. La viande n'est pas halal. Ils font entrer ça dans le circuit d'un produit qui n'est pas censé de façon être halal. Donc ils sont libres de faire cela. Est-ce que les abats de poulet, cœur, foie, gésier sortant de l'usine Evolis ou Grondin Dushman vendus en supermarché sont halal? Là, il faut se référer au guide volaille pays toujours pour connaître les marques qui sont certifiées. Si les abats sont sous cette marque-là, c'est certifié, il n'y a pas de problème. Faites-vous des contrôles réguliers? À quelle fréquence? Il faut savoir que les contrôleurs Halal Réunion sont présents tout au long de l'abattage halal et ils effectuent des contrôles réguliers et inopinés lors de la production des produits transformés. Et c'est sécurisé par des blocages et des contrôles informatiques. C'est-à-dire que dès qu'on fait un produit, la viande qui va être utilisée, elle doit être bipée.
elle doit être bipée. Et si c'est un ingrédient qui ne rentre pas dans la composition d'un produit halal, une viande qui ne rentre pas dans la composition d'un produit qui est certifié, le bip ne fonctionnera pas, le produit ne pourra pas être intégré dans le produit halal. Donc il y a un certain nombre de verrous comme ça qui permettent de sécuriser le process. Alors, il y a maintenant deux questions qui sont liées. Question liée à l'électronarcose dans les abattoirs de volailles et la question de l'étourdissement dans l'abattoir bovin. Je vais laisser Mufti Loukman répondre à ces... Une question qui revient souvent, c'est l'électronarcose, qui est un système qui est utilisé dans les abattoirs pour étourdir l'animal afin de faciliter l'abattage. Parce que, surtout pour les poulets, l'animal qui bouge trop au moment du zabar, au moment de l'égorgement, eh bien, peut se blesser, des ailes se cassent ou des bleus, etc. Et donc, ensuite, au niveau commercial, pour l'usine, c'est des déchets. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas le vendre. Donc aujourd'hui, il y a un contexte industriel qui est tel que, eh bien, il y a cet aspect qui est primordial. De toute façon, ce sont des businessmen, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, ils mettent en place des systèmes pour éviter cela. Et il y a ce qu'on appelle l'électronarcose. L'électronarcose est largement utilisée en Europe. Il y a des directives également légales qui sont établies. Donc c'est un sujet très très difficile à traiter. Nous, du point de vue local, on a un contexte. On est sur une île, on est à 10 000 km de l'Europe. On a, on va dire, pour le bœuf, qu'un seul abattoir. Pour la volaille, une seule entreprise, on va dire pratiquement qu'elle monopole, pratiquement, et qui imposent leurs règles. Ils imposent leurs règles. On présente un marché de quoi? Même pas 1-2%. Donc on est vraiment, du point de vue commercial, on n'a aucune force. Donc c'est eux qui disent comment ils veulent faire. Donc on a ça à prendre en compte, et on a aussi l'aspect islamique à prendre en compte. Sur l'électronarcose, il y a beaucoup de choses qui sont dites, parfois dans l'ignorance. En ce qui nous concerne, nous, ici à La Réunion, il y a l'électronarcose, il y a aussi la même chose, on pourrait dire, pour l'abattage du bœuf à l'abattoir de Saint-Pierre pour un gros animal avec le matador. Ça veut dire que c'est la même catégorie de questions. Premièrement, du point de vue juridique islamique, est-ce que cela est autorisé? Du point de vue islamique, l'électronarcose est autorisé sous condition. La condition, c'est que l'animal ne soit pas mort au moment de l'égorgement. Et que, éventuellement, on dise Bismillah, ça c'est les règles classiques. Dans l'aspect de l'étourdissement de l'animal, on a un verset du Coran de la sourate Al-Ma'ida qui le verset est un peu long. Il dit en ce sens que vous avez été interdit l'animal, enfin le sang, etc. et certaines catégories d'animaux. Et là c'est précisé dans le verset du Coran. Par exemple les animaux, l'animal qui a été étranglé, l'animal qui a été assommé, l'animal qui est tombé, on va dire d'une falaise, d'une montagne et qui s'est écrasé, l'animal qui a été, on va dire, piqué par les cornes pointues de notre animal. Tout ça c'est hurrimat, interdit. Mais le verset continue, illa ma dhakkaytum, sauf si pour ces types d'animaux il y a eu avant le décès de l'animal le zabah, l'égorgement. C'est-à-dire que cet animal qui est tombé d'une falaise ou qui a été assommé, qui a été attaqué par un autre animal, blessé par une corne pointue, etc., cet animal, il lui restait 2-3 secondes de vie et qu'on a égorgé cet animal, il est halal. Illa ma zakkaytum, il est halal. Donc dans l'électronarcose, qu'est-ce qui se passe? On est un peu dans le même contexte. On fait passer l'animal dans un bassin qui contient un voltage électrique qui étourdit l'animal, qui ne tue pas l'animal, qui étourdit l'animal. Et juste après cela,
l'animal donc on va dire, calmé, ne bouge plus, ne se soubatte plus comme on dit, et puis on fait le zabat. C'est à ce point-là qu'intervient le contrôle, les contrôles que nous faisons, avec les cahiers des charges qui fixent les règles bien précises. On vérifie justement ce point-là, que l'animal ne décède pas avant le zabat. L'électronarcose en lui-même, on l'accepte et on vérifie. Ces points de contrôle, c'est le voltage, la température de l'eau, c'est la fréquence, c'est le temps pris entre l'étourdissement et le zabat, c'est la présence du contrôleur de Halal Réunion qui est permanent. Tous les jours, un contrôleur de Halal Réunion vérifie l'abattage halal, tous les jours, permanent. Il y a le contrôle également du sacrificateur qui est musulman et qui a aussi ses techniques. Lorsqu'il prend dans sa main le cou de l'animal, il peut déterminer si l'animal est encore vivant, enfin il a encore son expérience. Il y a aussi les tests sporadiques où le contrôleur tire au hasard un animal sur la chaîne, pose sur le sol après étourdissement, avant égorgement, et quelques minutes après l'animal reprend vie. C'est un signe que c'était bien vivant, des tests spontanés. Il y a aussi, au niveau de l'entreprise, le personnel de l'entreprise qui vérifie également après abattage que l'animal était bien vivant, parce que l'animal qui décédait avant égorgement, il a une coloration particulière, on appelle ça l'oiseau bleu. Donc eux, ils peuvent aussi par expérience dire que cet animal n'est pas valable parce que selon les règles, etc., c'est pas hygiène, donc la DSV, etc., ils doivent éliminer. Il y a aussi la DSV aussi qui est sur place. Donc tous ces éléments de contrôle, eh bien, nous permettent aujourd'hui d'accepter l'abattage avec l'électronarcose. À savoir aussi qu'on est à La Réunion dans un pays tropical, un pays chaud, où les conditions climatiques sont très très favorables. À contrario, en Europe, où les conditions sont très très difficiles, en hiver, vous avez parfois 60% de décès post-abattage. Avant l'abattage. Avant l'abattage. Post. 60% de déchets. En Angleterre, on a eu un moufti qui est venu, il nous a expliqué 60%. Ici, à La Réunion, on est à moins d'1%. À moins d'1% des contrôles que l'on fait. Les animaux, alhamdoulilah, ne font pas de longues distances sous le froid, etc. Donc on a tous ces éléments, tous ces critères qu'on prend en considération pour accepter l'électronarcose à La Réunion. Donc il y a ça, l'aspect juridique islamique. On ne peut pas dire que d'emblée l'électronarcose c'est haram. Il faut que les conditions soient respectées. On met tout en place pour que ces conditions soient respectées. Alors bien sûr, ce n'est pas des conditions qui sont idéales. Parce qu'il y a aussi d'autres aspects. On dit par exemple que l'animal doit être tourné vers la Qibla. L'animal ne doit pas souffrir. Oui, la question de la souffrance de l'animal. Est-ce que ça fait souffrir l'animal? Ben là aussi, la question n'est pas tranchée. Du point de vue des scientifiques, il y a des rapports. On a les rapports contradictoires qui contredisent ceux qui disent que l'animal souffre. Donc il y a les deux rapports. Donc du point de vue scientifique, ce n'est pas tranché. Néanmoins, ces éléments, faire face à la Qibla, la souffrance de l'animal, ce ne sont pas des éléments qui vont rendre la viande haram. Ce sont des éléments d'indésirabilité. Karahat, makruh. D'accord? Donc, ce n'est pas un abattage islamique idéal, mais ce n'est pas non plus un abattage qui est haram, qui n'est pas autorisé. Donc, avec les conditions qui sont respectées, cet abattage, elle est valable, elle est acceptée par Halal Réunion, elle est contrôlée et les viandes qui sortent de cet abattage sont halal à la consommation pour les musulmans. Donc, il y a donc on fait souvent, on demande aux entreprises de venir, on fait la demande auprès des gérants de ces grandes abattoirs de passer un abattage qui soit sans électronarcose. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas accepté. Alors, soit on trouve un système qui nous permette de rester dans les limites de la charia et pour satisfaire un besoin de la communauté, parce que si vous avez plus de ces abattoirs ne sont plus labellisés, l'abattage, vous n'avez plus de viande frais en volaille. C'est fini l'histoire longtemps où on a des bazars coupés là-bas chez le bazardier et puis on emmenait à la maison, on faisait de la course, ça c'est illégal, c'est fini. Qu'est-ce qui reste? C'est l'importation. L'importation n'absorbera pas la consommation, la demande de la consommation locale. Et
principalement, ça va aller chez les professionnels. Donc, au niveau de la communauté de la masse, ça veut dire qu'on ne consommera plus de viande. C'est clair, on ne consommera plus de viande. En l'état actuel des choses. Donc, on a mis en place donc ce système de contrôle qui nous permet de rester dans les limites de la charia. Bien évidemment, Inch'Allah, on espère que les choses s'améliorent par la suite, mais on a aussi des directives gouvernementales européennes qui sortent et qui rendent les choses très, très, très complexes, très, très difficiles. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, aujourd'hui encore à La Réunion, on arrive à avoir des situations exceptionnelles, des conditions exceptionnelles qui nous permettent vraiment de faire ce que parfois ailleurs on n'arrive pas à faire. Et ça, on remercie Allah, on fait droit que cela continue, que jusqu'à maintenant on peut donc manger, alhamdulillah, ces types de viande. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus, beaucoup de choses sur Internet. En métropole, c'est clair, bon là-bas, les gens sont peut-être pas informés de ces caractéristiques juridiques, on les explique, etc. Et puis il y a ceux qui, malgré tout, qui ne veulent pas accepter. Ils disent non, le tronacos est haram. Nous, on a notre position juridique islamique, on a donc nos recherches qui sont faites, on a les éléments qui sont mis en place, et donc, alhamdulillah, on peut se satisfaire de cela. En demandant avec Allah qu'Allah facilite les choses, rende les choses meilleures. Ça, c'est concernant les tronacos et... Oui. Suivant. Question suivante. Ouais. Alors, question suivante. Peut-on manger les produits Isla Délice? Alors, on ne contrôle pas cette entreprise-là, donc on ne peut pas se prononcer. Donc, là-dessus, il y a une certification Mosquée de Lyon, ARGML. On peut juste dire que c'est une certification qui est réputée sérieuse, qui est réputée fiable. Je vais faire... Pardon. Ensuite, il y a une question que certaines enseignes choisissent de ne pas être labellisées parce que ça coûte trop cher. Je vais faire, tu fais. Oui. Est-ce vraiment cela le problème? Le prix est-il si élevé? Y a-t-il un moyen de réduire? Donc, on a des coûts qui sont inévitables. Richard nous a dit on a 6 salariés. Ce sont des gens à temps plein, qui ont une famille, qui ont des enfants, qui vivent donc et qui ont besoin de vivre et qui donnent tout leur temps à temps plein pour le contrôle halal. Donc, tout travail mérite salaire. On a des coûts, donc des gens on ne va pas les payer peanuts, il faut les payer convenablement. Donc, il y a des coûts qui sont inévitables. Alors, éventuellement, l'idéal c'est quoi? C'est que le halal soit gratuit. C'est l'idéal. Alhamdoulilah, on a compris que les masjids, c'est gratuit. L'enseignement dans le madrasa, c'est gratuit. Tout le monde aide. Toute la communauté aide. Le cimetière, la communauté aide. Malheureusement, pour le halal, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On avait au départ, lorsqu'on avait lancé Halal Réunion, fait une demande de collecte, etc., mais ça n'a pas abouti. Ça veut dire que si on veut du halal gratuit, il faut que la communauté, l'ensemble de la communauté, mette la main dans le portefeuille pour financer le travail de halal. Comme ce n'est pas le cas, il nous faut trouver une solution intermédiaire. Cette solution, c'est quoi? C'est de faire payer chaque entreprise qui demande la labellisation, qui est labellisée, une redevance mensuelle, qui va couvrir quoi? L'ensemble des contrôles qui sont faits durant le mois. Pour cette redevance, on vous donne un peu les chiffres. Pour les restaurants, c'est 140 € par mois. Ça fait 5 € par jour. Un restaurant, ça fait 5 € par jour. Aujourd'hui, un repas dans un restaurant, ou bien un sandwich, c'est pratiquement le même prix. Un sandwich par jour, ça lui coûte, ce restaurant, pour être labellisé halal, tout le mois. Boulangerie-pâtisserie, c'est 180 € par mois, c'est 6 € par jour pour une boulangerie. 6 € par jour. Alors dites-moi, est-ce que c'est cher? Parce que souvent on fait la remarque, Halal Réunion se remplit les poches, Halal Réunion c'est du business, Halal Réunion on fait de l'argent, etc. Donc les chiffres sont là. Et il y a aussi donc, vous allez dire oui, mais vous pouvez le dire, cette remarque, oui, mais le halal est plus cher. Le produit halal, il est plus cher. Une viande halal est plus chère qu'une viande pas halal. Il est possible que l'entreprise répercute son coût. Peut-être pas on le voit moins dans les petites restaurations, etc., mais surtout dans ce qui concerne la viande dans l'importation, répercute le coût, ou dans les abattoirs, sur le produit qui sort.
Et là aussi, malheureusement, on n'est pas dans un pays musulman où ce serait le gouvernement qui prendrait à sa charge le coût du halal. On n'est pas en Malaisie, on n'est pas en Arabie Saoudite. Donc éventuellement, l'entreprise répercute ça sur le consommateur. Et donc le consommateur, quelque part, eh bien, il contribue à cela. Mais la philosophie de tout cela, c'est quoi? C'est que notre demande, notre besoin, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et le risque, la nourriture et les biens, notre salaire, notre argent qu'Allah nous a donné, nous vient d'Allah. Et Allah nous demande de faire un peu de sacrifice, quitte à payer un peu plus cher le halal, pour obéir à Allah. Eh bien, l'argent vient d'Allah et l'argent retourne à Allah. Pour le hajj, on dépense. Et les prix vont exorbitants, exponentiels. Mais les gens partent pour le hajj. Pour la zakat, eh bien, on a les impôts, les taxes qui augmentent, mais les gens continuent et payent la zakat islamique. Même pour les autres actes d'adoration, d'accord, le mois de Ramadan, c'est un mois où on dépense beaucoup. Mais parce qu'on le fait à contentement de cœur, parce que c'est un ibadat et ça contribue à ce qu'Allah nous demande, à notre succès dans ce monde et dans l'au-delà. Pour la salat, on vient à la salat, on utilise le pétrole, on utilise la voiture. Dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala se vit de cette façon aujourd'hui. Dans toute chose, il y a un coût. Et bien pour cela aussi, jusqu'à maintenant, eh bien, le système est tel qu'il y a un coût qu'on doit supporter. Il faut bien que quelqu'un le supporte quelque part. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bénévolat. Beaucoup de bénévolat. Il n'y a que ceux qui font vraiment le travail sur le terrain, qui donnent le travail à temps plein, eh bien, qui ont besoin donc d'une rémunération. Et c'est de cette façon que cela est fait. Alors, question suivante. Lorsqu'un restaurant ou un établissement n'a plus le label, cela signifie-t-il que pour autant il n'est plus halal? Alors, il n'a plus le label, donc il n'a plus de relation contractuelle avec nous, donc on ne fait plus de contrôle de cette entreprise-là. Donc à ce moment-là, nous, on ne peut plus nous prononcer, on ne peut plus se prononcer ni dans un sens, ni dans l'autre, sur le caractère halal du produit. Donc là, c'est pareil, c'est à chaque consommateur donc, de faire ses propres investigations ou encourager l'entreprise à reprendre la certification peut-être. Bon, il y a encore beaucoup de questions qui sont venues. On n'aura pas le temps de toutes les répondre. Peut-être une dernière question. Ouais. Vas-y. Alors, pourquoi certaines fois la labellisation est suspendue du jour au lendemain pendant une voire plusieurs semaines? Exemple, restaurant Quick, etc., etc. Alors, quand on fait des contrôles dans l'entreprise, si tout se passe bien, on pointe qu'on est passé RAS. S'il y a un problème, une infraction cahier des charges, s'il y a un ingrédient qui n'est pas conforme, une viande qui n'est pas conforme, on va faire une fiche incident. Et par rapport à la nature de l'incident, ça va avoir des conséquences. Par rapport à la gravité, par rapport à l'infraction au cahier des charges, peut avoir des conséquences. La conséquence qui peut être soit le retrait pur et simple de la certification d'office, si c'est vraiment une règle incontournable, indispensable du cahier des charges qui n'a pas été respectée par l'entreprise, ça va être le retrait de la certification. Si c'est une règle qui n'entache pas forcément le caractère halal des produits, mais qui met le doute, qui peut entamer à terme le caractère halal des produits qui sont commercialisés, on va prononcer la suspension de la certification, qui est une mesure probatoire. Et pendant cette période probatoire, l'entreprise doit apporter des corrections, des mesures rectificatives pour pouvoir se conformer de nouveau au cahier des charges. Donc, suite à cette période probatoire, si l'entreprise a pris les mesures adéquates qui nous satisfont, par rapport à notre cahier des charges, il y a retour de la certification normalement. Et s'il n'y a pas de mesures qui ont été prises, ou si les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes, on va lui retirer la certification. Donc voilà les cas qui peuvent arriver, et généralement les cas qui arrivent dans les suspensions de certification, voire même dans les retraits, c'est les questions liées à l'hygiène. Quand il y a des questions d'hygiène, de produits qui peuvent être périmés, utilisés depuis 2-3 jours et qui sont toujours utilisés, ou si le nettoyage n'est pas suffisamment bien fait, si on retrouve des insectes, ou s'il y a des contaminations. Généralement, les cas, en tout cas les derniers cas de retrait ou de suspension sont liés
à l'hygiène alimentaire et à la sécurité alimentaire. Et ça, c'est des points sur lesquels on est très attentif aussi. Donc on pense qu'on est arrivé à la fin du programme. Il y a des questions qui ont été posées, on n'a malheureusement pas le temps d'y répondre. Éventuellement, cela sera repris sur le site internet. Inch'Allah, on répondra sur le site internet. Inch'Allah. Vous pouvez consulter le site aussi pour avoir... Il y a un FAQ, c'est-à-dire un endroit où il y a des questions-réponses sont déjà sur le site. Vous pouvez également vous y référer pour avoir des réponses, Inch'Allah. On vous remercie pour votre attention, pour votre patience, qu'Allah nous aide dans cette entreprise et qu'Allah nous aide à rester toujours dans le halal, à consommer halal. Allahumma wafiqna liman tuhibbu wa tarda, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwak. جزاكم الله سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين